maîtrise ton esprit et ton état émotionnel. Il est souvent surprenant de constater à quel point la vie peut paraître échapper à tout contrôle, comme si les événements se déroulaient indépendamment de notre volonté. Les circonstances extérieures, l'influence des autres, nos impulsions, nos émotions ou nos dépenses semblent parfois se jouer de nous. Pourtant, la tradition stoïcienne insiste sur un fait essentiel. La manière dont on fait face à ces défis dépend en grande partie de la façon dont on ajuste son regard intérieur. Autrement dit, l'élément clé n'est pas l'obstacle en lui-même, mais le pouvoir que l'on se reconnaît pour définir sa réaction, ses choix et son état d'esprit. Cette idée, bien qu'apparemment simple, possède une force considérable. L'héritage stoïcien, issu de plusieurs siècles de réflexion et de pratique, montre à quel point il est possible de se former à ne plus subir la succession des événements comme une fatalité. En modifiant son propre positionnement face au monde, on finit par percevoir le monde lui-même autrement. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, ni de masquer la douleur, mais de développer une solidité intérieure, permettant de traverser n'importe quelle épreuve en s'appuyant sur sa volonté et sa lucidité. Beaucoup se persuadent qu'il faut attendre l'instant parfait, l'opportunité évidente, le fameux déclic qui permettrait de transformer toute une existence. Cette attente est souvent vaine. La détermination et la volonté ne se construisent pas dans un avenir illusoire, mais se découvrent au cœur de ce que l'on vit déjà, dans les engagements qu'on choisit d'honorer et dans les résolutions qu'on met en pratique chaque jour. Le moment décisif commence toujours ici et maintenant. Les stoïciens ont longtemps développé des principes destinés à reprendre le contrôle des aspects que l'on délaisse le plus souvent sans le vouloir. Les mots que l'on prononce, les pensées qu'on laisse vagabonder, les émotions qu'on subit sans recul, l'argent qu'on gaspille ou qu'on craint de perdre, les récits passés qu'on ressasse et qui nous enferment dans une identité figée, autant de domaines cruciaux pour reprendre en main son existence. Chacun de ces points devient un pilier d'une vie plus cohérente et plus confiante, car il représente des territoires internes où la liberté est possible, pour peu qu'on veuille bien l'exercer. La parole, dans cette vision, illustre parfaitement la nécessité de passer d'un usage négligent à une utilisation responsable. Il est fréquent de constater qu'un mot lancé à la légère, une critique acerbe ou une plainte répétée à outrance affecte profondément l'énergie de la journée. Nous parlons souvent comme si nos propos n'avaient aucune conséquence, mais chacun d'eux entretient ou transforme la réalité que nous créons. Celui qui se répète jour après jour qu'il n'a jamais de chance nourrit sa propre malchance. Celui qui affirme régulièrement qu'il n'est pas fait pour réussir installe cette croyance dans son esprit et finit par s'y conformer. Cesser de se plaindre systématiquement ou de déblatérer des critiques envers tout et tout le monde libère une force et une sérénité considérables. Les mots que l'on prononce, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, façonnent la manière dont on perçoit le monde et contribuent à forger une image de soi. S'exercer à filtrer son discours ne rend pas muet. Cela amène plutôt à choisir intentionnellement ce que l'on verbalise. Les plaintes, lorsqu'elles deviennent systématiques, ne font que consolider la vision sombre que l'on entretient de soi et des autres. Les reformuler, les éclairer différemment ou les taire quand elles sont inutiles, constituent déjà un premier pas vers la clarté. C'est la raison pour laquelle il est si important de considérer que la parole, loin d'être neutre, a un pouvoir de création ou de destruction selon la manière dont on la déploie. L'esprit, tout comme la parole, représente un champ d'entraînement essentiel. L'un des plus grands pièges est d'accepter aveuglément tout ce qui se forme dans notre pensée, comme s'il s'agissait de faits incontestables. Les peurs, les doutes, les images négatives et les anticipations catastrophiques naissent souvent de manière autonome et finissent par diriger nos comportements. Se définir en permanence à partir de ces idées limitantes, c'est saboter son potentiel et nier la possibilité de construire une autre version de soi-même. Le stoïcisme propose une approche rigoureuse consistant à observer ses pensées avec la plus grande objectivité possible. Plutôt que de lutter frontalement contre elles,
L'idée est de les identifier, de se demander si elles sont fondées ou favorables, et de les laisser passer lorsqu'elles ne servent plus. À force de pratiquer cette sorte de vigilance, on réalise progressivement qu'on n'est pas obligé de croire tout ce qui traverse l'esprit, ce qui libère une énergie considérable. Les pensées défilent sans cesse, mais on peut choisir de ne plus leur donner autant de poids, ni de les laisser nous faire dévier de la trajectoire que nous nous sommes fixés. Certains y parviennent grâce à des exercices d'écriture ou de simples observations. D'autres préfèrent la méditation ou la reformulation interne. L'essentiel est de ne jamais perdre de vue que l'esprit n'est pas un maître incontournable, mais bien un allié potentiel qu'il faut apprendre à canaliser. Les émotions, de leur côté, n'ont pas à être rejetées ni étouffées. Elles sont la preuve de notre humanité et de notre sensibilité. Le stoïcien, cependant, refuse de se soumettre aveuglément à elles lorsqu'elles menacent de l'emporter comme une raz-de-marée. On se met souvent en colère, on se sent envahi par la tristesse ou submergé par la peur, avant de regretter d'avoir parlé trop vite ou pris une décision dommageable. Il ne s'agit donc pas de feindre l'impassibilité, mais de cultiver un espace entre le surgissement de l'émotion et la réponse que l'on décide d'y apporter. Parfois, une simple pause de quelques secondes, un temps de respiration profonde, suffit à ne pas franchir la limite de l'impulsion. En s'abstenant de réagir à chaud, on prend la main sur son comportement. À terme, la pratique régulière de ce bref recul confère une liberté extraordinaire, car on n'a plus l'impression de se faire manipuler par ses propres sentiments. L'émotion reste présente, mais on n'en devient pas l'otage. C'est ici que se situe la grande différence entre celui qui se laisse emporter par la colère ou la crainte, et celui qui, sans nier ce qu'il ressent, choisit de reprendre son sang-froid avant de poser un acte ou de prononcer une parole. À côté des dimensions plus psychologiques, le rapport à l'argent illustre parfaitement combien il est facile de perdre pied dans le stress et l'inquiétude. La plupart des individus luttent pour en accumuler, s'angoissent à l'idée d'en manquer, se retrouvent piégés dans des boucles de dettes ou de dépenses inutiles, puis finissent par accorder à l'argent plus d'importance qu'il n'en mérite. Le stoïcisme rappelle que la véritable menace ne tient pas dans la possession de l'argent, mais dans l'esclavage qu'il peut induire quand on lui laisse gouverner chaque décision. S'endetter par simple envie, dépenser pour soigner des blessures intérieures ou rechercher une validation sociale éphémère revient à placer sa liberté entre les mains d'un maître intransigeant. L'argent, dans une perspective stoïcienne, se transforme en un outil qu'il faut apprendre à gérer avec prudence et clairvoyance. L'idée n'est pas de vivre dans la privation perpétuelle, mais de se demander si tel achat est réellement justifié, si l'on ne cède pas à une impulsion, ou si l'on ne cherche pas simplement à combler un vide par la consommation. Développer un minimum de discipline financière, mettre un peu de côté, apprendre à dire non à des achats superflus et savoir différer la gratification constituent autant de manières de cesser d'être la marionnette de son propre portefeuille. Celui qui gère son argent gagne une indépendance intérieure et peut résister au chantage, aux pressions et aux choix hâtifs dictés par la peur. Le passé, quant à lui, constitue un autre domaine où la perte de contrôle est fréquente. Beaucoup utilisent l'histoire de leur vie comme une explication et parfois une justification à tout ce qui leur arrive au présent. Les blessures anciennes, les échecs subis, les liens rompus se transforment en un récit quasi indépassable qui enferme dans une posture de victime ou de personne condamnée à ne jamais évoluer. Le stoïcisme ne nie pas l'impact du passé, mais il souligne qu'on n'est pas contraint d'y rester enchaîné. On peut transformer un vécu douloureux en élan pour construire autre chose, à condition de le considérer non comme un bagage définitif, mais comme une étape, une leçon. Ce renversement se produit le jour où l'on décide de ne plus ressasser systématiquement la même trame négative. Au lieu de répéter la litanie « c'est toujours ainsi », on choisit de s'engager dans une nouvelle narration, même si cela exige un effort et la remise en question de certaines habitudes mentales. Pour cesser de s'auto-raconter le même drame, il faut commencer à décrire
où l'on souhaite vraiment aller, quels projets on désire concrétiser et comment on envisage l'avenir. Le passé ne disparaît pas, mais il cesse d'étouffer le présent. La nécessité de sortir du pilotage automatique s'applique aussi à la structure des journées. Sans un minimum d'examen critique, chacun court le risque de reproduire des gestes, des réactions et des choix qui ne servent guère ses ambitions ni son épanouissement. On se lève à la dernière minute, on consulte fébrilement ses notifications, on avale un café sans apprécier la moindre saveur. On enchaîne les tâches mécaniquement et on s'affale le soir sans avoir pris le temps d'observer, un temps soit peu, ce qui s'est réellement passé dans la journée. Les stoïciens étaient connus pour la rigueur de leurs exercices pratiques, consistant notamment à définir ce sur quoi on souhaite progresser, à prendre le temps de méditer ou de coucher par écrit ses pensées, puis à évaluer, le soir venu, si ces objectifs ont été remplis. L'enjeu n'est pas de vivre de façon robotique, mais de ne plus laisser les automatismes décider à votre place de ce qui compte vraiment. En ajustant de petites habitudes, prendre quelques secondes pour se recentrer le matin, relire ses objectifs, examiner calmement ce qui est essentiel ou superflu, on découvre une marge de liberté insoupçonnée. Au-delà de ces aspects concrets, la question du temps et de la finitude surgit inévitablement. Les stoïciens évoquent souvent la formule memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Loin d'être un slogan morbide, c'est un rappel de l'urgence de vivre vraiment en harmonie avec ses convictions, avant que la vie ne nous échappe. Remettre sans cesse à plus tard une décision cruciale, une déclaration d'amour ou un projet audacieux, comme si notre temps était illimité, conduit souvent à l'amertume. Le jour où l'on réalise la brièveté de l'existence, on cesse de gaspiller son énergie dans des polémiques futiles ou des conflits stériles. On relativise les soucis mineurs, tant il devient évident que le meilleur usage du temps consiste à poursuivre ce qui nous élève et nous rend heureux, plutôt que de satisfaire l'ego ou de céder à la peur du regard d'autrui. Au fil de cette exploration intérieure, on prend souvent conscience de l'influence du regard des autres. Désirer l'approbation universelle est un piège subtil, car il est impossible de contenter tout le monde sans se trahir soi-même. Le stoïcisme souligne que nous ne maîtrisons pas l'opinion des gens, et qu'il est vain de sacrifier ce que nous jugeons juste pour obtenir une validation temporaire. Celui qui s'aligne sur ses valeurs et cultive la cohérence en assume les conséquences, même si son entourage ne comprend pas toujours ce changement. L'essentiel est de savoir qu'on ne sacrifie plus sa dignité par peur de déplaire ou pour obtenir quelques louanges. Ce chemin n'est pas celui de la facilité. Rien ne garantit qu'une fois un exercice mis en pratique, on ne replongera pas dans ses anciens travers. Les habitudes reviennent, les pulsions ressurgissent, la colère et la tristesse subsistent. Tout l'enjeu repose sur la répétition volontaire du recul, de la maîtrise et du choix conscient. Certains jours, on se sent plus confiant. D'autres, on a l'impression d'être revenu au point de départ. C'est précisément là que réside la force du stoïcisme. Persévérer dans cette discipline même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Car ce sont ces moments de lucidité répétés qui finissent par transformer un caractère et, par ricochet, une vie entière. Cette évolution intérieure ne passe pas inaperçue. On réalise que notre entourage ou notre environnement professionnel réagissent différemment. Les provocations, les jugements ou les pressions semblent avoir moins d'impact. De nouvelles opportunités émergent, souvent parce qu'on n'a plus peur de s'affirmer. L'argent perd son aura de menace si l'on a appris à mieux le gérer. Les émotions fortes ne disparaissent pas, mais on les aborde avec plus de maturité, ce qui permet d'éviter de nourrir des querelles ou de saboter son avenir personnel ou professionnel. Les pensées négatives ne commandent plus la maison. Elles deviennent des invités de passage, que l'on accueille ou que l'on congédie selon leur utilité. Il ne s'agit pas d'atteindre une forme de perfection détachée, mais de s'améliorer, pas à pas, chaque matin étant une opportunité de mûrir et de grandir. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans contrariété, ni un bonheur béat qui nierait la complexité du monde. Il propose une liberté intérieure, une solidité morale. La mer restera agitée,
les vagues se succéderont. Mais le marin stoïcien apprend à tenir la barre au lieu de se laisser emporter à chaque coup de vent. Cette analogie maritime illustre bien la posture fondamentale. Si l'océan ne se calme pas, on peut toujours développer la compétence pour mieux naviguer. Faire de la tempête un défi qui révèle nos qualités et nous pousse à apprendre encore davantage. Rien ne s'accomplit sans persévérance. Il ne suffit pas de lire quelques préceptes ou de comprendre intellectuellement que tout dépend du regard que l'on porte sur les choses. Il faut s'appliquer avec humilité à reprendre le contrôle là où on l'a laissé filer. Cesser de répéter des discours qui nous desservent. Observer ses pensées avec recul. Canaliser ses émotions plutôt que de leur laisser la bride sur le cou. Remettre l'argent à sa place. Faire la paix avec un passé qu'on ne peut plus changer. Créer, pas après pas, une organisation quotidienne alignée sur des priorités choisies plutôt que subies. Ce travail, bien qu'exigeant, est infiniment gratifiant car il rend tangible la sensation de vivre pleinement et d'affirmer son potentiel. Ainsi se dévoile l'esprit du stoïcisme. Il ne prône ni l'inhumanité, ni l'insensibilité, mais la prise de conscience que personne ne viendra nous sauver de nos propres comportements. Les aléas de la vie demeurent, les autres continueront d'être imprévisibles ou décevants. Les soucis ne disparaîtront pas. Le seul changement décisif, c'est la manière dont on choisit de les considérer. Au lieu de les subir, on peut décider d'en faire des occasions de tester sa force et sa constance. En persévérant dans cette voie, on découvre que la paix, la cohérence et même une certaine joie deviennent possibles, même au cœur du tumulte. Il ne tient qu'à chacun d'emprunter cette route, sans se soucier de l'opinion négative que certains pourraient formuler ou de la peur de la nouveauté. Les étapes sont accessibles à tous, à condition d'arrêter d'attendre la situation idéale, la bonne humeur parfaite ou un signe irréfutable. Les mots peuvent être réorientés, l'esprit s'entraîne, l'argent s'apprivoise, le passé se réinterprète et le temps reprend toute sa valeur quand on se rappelle qu'il n'est pas infini. Chacune de ces prises de conscience génère une impulsion nouvelle. Et chaque impulsion consolide encore davantage la volonté qui nous anime. Rien n'est plus beau que de sentir la maîtrise intérieure se déployer. On réalise alors qu'on n'est pas une simple victime du destin, mais le véritable acteur de sa propre histoire. Il est parfois difficile d'admettre que tout ce travail pour acquérir la maîtrise de soi repose, en dernière analyse, sur une décision profondément intérieure, presque solitaire. Les stoïciens de l'Antiquité ont insisté à maintes reprises sur ce point. On peut recevoir des conseils, lire des traités, écouter des discours inspirants. Mais le moment crucial arrive lorsqu'on se retrouve seul face à ses choix, sans aucune protection ni validation extérieure. C'est là que la volonté se révèle ou se dérobe. C'est là qu'on comprend si l'on est prêt à vivre selon les principes qu'on a choisis. Le propre de la philosophie stoïcienne est de ramener inlassablement l'être humain à ce qui dépend réellement de lui. Il peut sembler irritant de se l'entendre répéter. La météo, l'opinion des autres, la maladie, la vieillesse, tout cela échappe à notre contrôle. Cette frontière entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous ne vise pas à abolir toute ambition ou tout engagement, mais à préserver notre cohérence intérieure. Car comment espérer trouver la paix si l'on s'épuise à combattre l'inévitable? Cela ne signifie pas capituler face aux difficultés sociales ou politiques, ni se condamner à l'inaction. Bien au contraire, c'est comprendre qu'un acte accompli en pleine conscience, soutenu par la vertu ou la justice, possède déjà sa valeur propre, indépendamment du résultat. On peut militer pour un changement, on peut s'engager pour une cause juste. Ce qui est stoïcien, c'est de ne pas lier sa sérénité à l'issue de ce combat, surtout si cette issue ne dépend pas uniquement de soi. L'un des malentendus fréquents est de voir dans cette posture un prétexte à l'apathie. Si l'on cesse d'exiger que l'extérieur corresponde à tous nos désirs, ne risque-t-on pas de sombrer dans l'indifférence? La réponse stoïcienne est claire. L'indifférence est un piège spirituel aussi dangereux que l'obsession du contrôle. Se détacher de ce qui ne dépend pas de nous n'implique pas d'ignorer la souffrance des autres, ni de s'enfermer dans une bulle. Bien au contraire. Marc Aurèle rappelait que nous sommes tous citoyens du même monde,
liés par une même rationalité. Nier cette fraternité reviendrait à s'amoindrir soi-même. La nuance est donc subtile. On ne s'interdit pas de tendre la main ni de s'impliquer, mais on évite de conditionner son équilibre mental au succès ou à l'échec d'entreprises qui ne dépendent pas uniquement de notre effort. Au cœur du stoïcisme, il y a l'exaltation de la vertu, entendue comme la qualité de l'âme guidée par la raison et la justice. On y retrouve un écho lointain du fameux agir pour le bien, dont la récompense suprême est le sentiment de rectitude intérieure plutôt qu'une reconnaissance extérieure. Agir vertueusement est une fin en soi, c'est l'alignement intérieur. L'histoire antique regorge d'exemples, parfois romancés, de stoïciens prêts à sacrifier leur réputation, leur fortune ou même leur vie, plutôt que de renoncer à leur conscience morale. Certains y voient du fanatisme, d'autres y perçoivent la dignité ultime de l'être humain qui ne se vend ni à la gloire ni au confort. Ces récits nous forcent à une réflexion personnelle. Jusqu'à quel point sommes-nous réellement libres face à nos émotions? À notre condition sociale? À notre besoin de validation? Quelle part de nous-mêmes est déjà vendue à la peur, à la vanité ou au désir de sécurité? Aujourd'hui, beaucoup de personnes découvrent le stoïcisme comme une forme de développement personnel, un moyen d'être plus efficace, de réduire le stress ou de mieux supporter la pression. Cette lecture moderne n'est pas illégitime. La discipline de l'esprit, la gestion des émotions, la clarté des pensées et l'organisation du temps en font effectivement partie. Mais il faut se rappeler que la finalité n'est pas la performance. Les stoïciens historiques n'auraient jamais approuvé un usage purement utilitariste de leurs principes. Ils voyaient dans ces pratiques un chemin vers la sagesse, l'harmonie avec la nature au sens antique et la réalisation d'un idéal éthique. Oui, mieux gérer son stress ou renforcer sa concentration sont des bénéfices réels. Mais l'objectif premier reste la cohérence morale et l'expansion de la lucidité. Il reste que ces lettres, ces traités, dégagent une intensité et un réalisme qui vont bien au-delà de la théorie. Sénèque explorait en profondeur les ambiguïtés de la condition humaine, ce conflit intérieur entre la tentation de jouir des biens terrestres et l'exigence de s'élever au-dessus des apparences. Il se rappelait régulièrement la nécessité d'accepter ce qui échappe à notre gouvernement et de nous exercer à la sobriété pour ne pas devenir les esclaves d'un luxe contingent. Ces contradictions personnelles n'enlèvent rien à la puissance de son message. Peut-être même le renforce-t-elle. On voit la lutte d'un homme qui, bien qu'imparfait, tente de convertir la philosophie en un antidote aux illusions et aux dérives du pouvoir. Le chemin stoïcien met en évidence l'influence permanente de l'ego et des illusions qu'il entretient. L'ego veut être loué, apprécié, aimerait maintenir l'idée d'une supériorité ou d'une exception. Mais les événements de la vie, la maladie, la perte, la critique, rappellent constamment que ce désir est sans fondement réel. La souffrance vient en grande partie du décalage entre cette projection narcissique et la réalité concrète. Les stoïciens proposèrent de réguler l'ego par la lucidité, l'exercice volontaire de l'humilité et la reconnaissance de notre place dans un ordre plus grand que nous. C'est un combat intérieur subtil. Si l'on se contente de proclamer « mon ego est dompté, je me moque de l'opinion d'autrui », on risque vite de tomber dans une arrogance encore plus grande, une sorte de mépris. Pour s'en protéger, il faut se souvenir qu'agir selon la raison et la vertu implique une forme de service, de contribution, pas une fuite hautaine. La question du service se reflète dans le rapport aux autres. Loin de mépriser la collectivité, le stoïcisme authentique invite à cultiver des relations sincères et vertueuses, où l'on prend soin de ne pas accumuler les ressentiments, les jalousies, les rancunes, qui parasitent l'esprit et brisent la paix de l'âme. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par une attention à la parole. Au lieu de nourrir la critique facile ou la calomnie, on tente de comprendre la raison d'agir d'autrui et de dialoguer sans céder à la colère. Bien sûr, il arrive que l'interlocuteur soit de mauvaise foi. Le stoïcien ne s'acharne pas indéfiniment. Il fait ce qu'il juge juste, mais n'en fait pas une affaire personnelle si l'autre persiste dans son entêtement.
Cela évite de s'enfoncer dans un marécage de frustration. L'argent, qui occupe une place si prégnante dans le monde moderne, réactualise fortement les principes stoïciens. Il est fascinant d'observer à quel point la crainte de manquer, ou, à l'inverse, le désir de briller par la consommation, peut détraquer une vie entière. On croule sous les dettes, on s'accroche à un emploi destructeur, on se compare sans cesse parce que l'argent est devenu le critère principal de la valeur de soi. Il est plus intéressant de bâtir une sécurité intérieure que de courir après des chiffres. Cette sécurité intérieure se fonde sur la certitude que la dignité ne dépend ni d'un compte en banque, ni d'un statut, mais d'une rectitude morale et d'une lucidité sur ses besoins réels. Apprendre la modération dans ses dépenses ne vise pas la pingrerie, mais un allègement du stress. Il ne s'agit pas de nier l'utilité de l'argent, mais de refuser qu'il dicte ses lois à toutes les sphères de l'existence. Les stoïciens ne voyaient pas l'enrichissement comme une faute, mais mettaient en garde contre la soif de biens matériels, cette soif qui prend le contrôle du comportement et conduit à 1000 compromis dégradants. La vraie liberté implique de pouvoir dire non, de ne pas sacrifier son temps, sa santé ou ses valeurs sur l'autel de la possession. Une autre préoccupation touche à la maîtrise du passé et des histoires que l'on traîne avec soi. Chacun arrive à l'âge adulte lesté de souvenirs, de peines, de colères rentrées, de culpabilités accumulées. On nourrit souvent une narration cohérente où l'on se voit comme la victime de circonstances injustes ou parfois comme le responsable unique de tout ce qui a mal tourné. Un effort stoïcien important consiste à cesser de se raconter éternellement la même complainte pour libérer l'énergie qui y est retenue et l'employer à construire un présent différent. Il ne s'agit pas d'une réécriture naïve ou d'un déni de souffrance subie, mais d'une réorientation de l'attention. Tant que l'on rumine le même scénario, on ne fait qu'alimenter la douleur et l'on s'empêche d'avancer. Il est donc conseillé de reconnaître le poids du passé sans s'y enfermer, de chercher l'élément formateur dans l'épreuve plutôt que de se figer dans le ressentiment. Il arrive fréquemment que l'on doive, pour opérer ce basculement, identifier puis dissoudre certains discours intérieurs qui, sans qu'on s'en aperçoive, perpétuent la blessure originelle. Cela peut ressembler à « je n'ai jamais été soutenu, alors je ne vaux rien » ou « on m'a trahi, donc je n'accorderai plus jamais ma confiance ». Une fois qu'on a mis le doigt sur ces croyances, on comprend qu'elles forment une prison mentale. Le stoïcien cherchera à les remplacer par une posture plus constructive, par exemple en affirmant que l'absence de soutien passé peut devenir un moteur d'autodétermination ou que la trahison vécue n'empêche pas de nouer des liens futurs plus sains dès lors qu'on choisit des gens plus respectueux et qu'on sait poser des limites. On retrouve ici un aspect pratique très fort. Le stoïcisme est moins une théorie qu'un ensemble d'exercices et de réflexions à mener au quotidien. Il est important de souligner combien le simple fait de se confronter régulièrement, peut-être chaque soir, à ces questions essentielles, a un impact sur la façon de vivre. Certains optent pour l'écriture d'un journal philosophique où ils notent leurs avancées, leurs reculs, les émotions dominantes, les pensées positives et négatives qui ont jalonné la journée. D'autres préfèrent la discussion avec un ami partageant la même démarche. D'autres encore passent par une méditation silencieuse pour prendre ce recul nécessaire et sonder leurs impressions sans les juger trop vite. Dans tous les cas, cette pratique régulière ancre véritablement les principes stoïciens dans la réalité. Les bonnes résolutions ne sont pas du domaine de la théorie de l'instant, mais de l'exercice permanent, de la répétition volontaire. Peu à peu, se dessine l'image d'une personne moins perméable aux fluctuations du monde, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas à se laisser entraîner par la moindre provocation ou le moindre accident. Elle demeure capable d'éprouver de la joie, de la tristesse ou de la colère, mais elle les tient à distance suffisante pour qu'elle n'usurpe pas le gouvernement de l'âme. Elle ne se montre pas passive pour autant. Quand une injustice se produit, elle peut se dresser, poser un acte concret, argumenter. La différence, c'est qu'elle ne fonde pas son équilibre sur l'idée que tout va lui obéir.
Elle fait simplement ce qu'elle estime juste, puis accepte l'issue. À ce stade, il peut arriver qu'on se heurte à une impression de dureté. Certains reprochent aux stoïciens une forme d'insensibilité, considérant que trop de self-control finit par priver la vie d'intensité. Cette critique prend parfois la forme d'une caricature. Un stoïcien, tel un bloc de granit, ne sourirait jamais, ne pleurerait jamais et ne consentirait aucun élan spontané. Or, rien ne serait plus éloigné de la réalité. Les textes antiques laissent entrevoir des penseurs sensibles, qui aimaient leurs proches, chérissaient la beauté, appréciaient l'amitié, tout en se gardant de se perdre dans la passion aveugle. Ils ne combattaient pas la joie, mais ils la vivaient sans s'y attacher comme un dû. Ils ne combattaient pas non plus la tristesse, mais ils la traversaient sans s'y noyer. C'est une nuance délicate, ressentir pleinement les émotions, mais se souvenir que l'on demeure libre de la suite à donner, libre de ne pas en faire la seule boussole de ses actes. Une autre dimension fondamentale, quoique plus métaphysique, consiste à embrasser l'idée d'un ordre rationnel du monde où chaque être occupe une place dans un grand ensemble. Marc Aurèle, dans ses pensées, évoque souvent la nature comme une grande entité organisée dont nous sommes les membres passagers. Même si la science moderne ne formule plus les choses de la même manière, on peut encore trouver du sens à l'idée qu'il existe un tout, un flux de la vie, un enchaînement de causes et d'effets qui nous dépassent et qu'il est vain de prétendre remodeler entièrement à sa convenance. Cette humilité cosmique, jointe à la conscience que nous ne sommes pas au centre de l'univers, a un effet libérateur. Pourquoi gonfler notre ego? Pourquoi se croire la cible personnelle de la malchance ou de la providence, alors que nous ne sommes qu'une partie infime du grand récit de la vie? Cela pousse à relativiser bien des drames personnels et à se réconcilier avec l'ordre des choses, sans pour autant renoncer à agir sur ce que l'on peut changer. Il serait d'ailleurs abusif de croire que le stoïcisme, soi-disant, refuse l'action. Les plus grands stoïciens se sont trouvés au cœur de la vie publique, ont mené des guerres, influencé des empereurs, écrit des tragédies, participé à des débats politiques et se sont prononcés sur les affaires de leur temps. La différence, c'est qu'ils le faisaient en étant conscients que la vertu et la sagesse ne se mesurent pas au résultat final, mais à la justesse de la conduite adoptée. Un projet noble peut échouer, un acte généreux peut être incompris, une proposition politique peut être rejetée. Mais si vous êtes en accord avec votre intégrité, vous sortez grandi de l'épreuve. C'est ici que réside la véritable liberté, celle de n'appartenir ni à la mode passagère, ni au succès superficiel, mais de se gouverner selon des principes stables, indépendamment de l'agitation environnante. Dans un quotidien plus proche du nôtre, cette logique se traduit souvent par un soulagement face à l'imprévu. Les retards de transport, les mauvaises surprises au bureau, les réactions brutales de certaines personnes n'ont plus le même pouvoir dévastateur. On continue de ressentir l'agacement ou la déception, mais on ne leur laisse pas d'espace pour envahir toute la journée. On se surprend à dépasser plus rapidement ces contrariétés grâce à la répétition mentale. Cela ne dépend pas de moi, je ne vais donc pas me punir pour un fait extérieur. On peut agir à la marge, s'adapter, réorganiser son emploi du temps, prévenir qui de droit, mais au lieu de sombrer dans la colère ou la plainte, on concentre son esprit sur ce qui reste. Cette manière de procéder libère une précieuse énergie. On peut également observer le bénéfice de la posture stoïcienne lorsqu'il s'agit de gérer ses priorités. Tant de gens courent après des urgences imposées de l'extérieur sans jamais s'arrêter pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Ils finissent surmenés, perdent de vue leurs aspirations profondes et ne trouvent plus de sens dans leurs occupations quotidiennes. Les stoïciens, en conseillant un examen régulier de la journée à venir et une relecture de la journée passée, fournissent une méthode pour distinguer l'essentiel du secondaire. Cela passe par des questions simples. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, mérite réellement mon énergie? Qu'est-ce qui, finalement, relève de la distraction ou du conformisme social? Ai-je accompli quelque chose de significatif? Lorsque ces interrogations deviennent récurrentes, elles transforment radicalement la manière de vivre. Il existe enfin un point parfois sous-estimé, le rôle de la gratitude dans l'optique stoïcienne.
Dire merci pour ce qui nous est donné, même lorsque tout n'est pas parfait, n'est pas un élan naïf. C'est un rappel de la fragilité de l'existence et de la valeur immense de chaque instant. Se souvenir que tout ce qui nous entoure, du plus humble au plus grand, n'est pas dû, mais relève d'un certain concours de circonstances, amène à goûter la vie avec plus d'acuité. Loin de plonger dans l'insatisfaction chronique, on apprend à apprécier ce qu'on possède déjà, qu'il s'agisse d'une santé convenable, de relations sincères, de capacités intellectuelles ou simplement d'un moment de calme. Ceux qui connaissent l'histoire de Marc Aurèle savent qu'il prenait chaque jour un temps pour se rappeler qu'il allait mourir. Non pour se rendre morose, mais pour stimuler sa conscience de la valeur inestimable du présent. Ce retour à la gratitude s'étend aussi aux difficultés. Le stoïcisme pousse un cran plus loin. Considérer l'épreuve n'est pas une malédiction, mais un terrain d'apprentissage. Chaque embûche, pour désagréable qu'elle soit, peut révéler des qualités insoupçonnées, mettre au jour des forces qu'on ignorait posséder. Ce regard positif sur l'adversité ne revient pas à souhaiter l'échec ou la souffrance, mais à refuser de s'effondrer quand cela arrive. Certaines personnes témoignent qu'après avoir surmonté une crise financière, un licenciement, une rupture ou la maladie d'un proche, elles ont découvert en elles des ressources de courage et de persévérance. Si elles s'étaient murées dans la plainte ou l'amertume, elles auraient perdu cette chance de croissance personnelle. Bien entendu, il serait faux de faire croire que tout est simple dès lors qu'on embrasse ses idées. Les vieux schémas ressurgissent régulièrement. Les émotions vives se réveillent quand on s'y attend le moins, et l'organisme cède parfois à la fatigue ou à la peur. Toutefois, c'est précisément la raison pour laquelle on parle d'un entraînement stoïcien. Un entraînement ne s'arrête pas dès la première victoire. Il se poursuit, car la discipline doit être nourrie pour rester vivante. On ne cesse jamais de cultiver l'esprit, de remettre en question ses automatismes, de vérifier la sincérité de ses intentions. Cette vigilance constante, loin d'être épuisante, engendre au contraire une forme de légèreté intérieure. On ne veut plus se raconter d'histoires. On ne veut plus tomber dans les pièges de l'ego. On ne veut plus faire semblant d'être invulnérable. On avance pas à pas sur un chemin exigeant, avec la satisfaction de sentir son caractère s'affermir. La finalité de tout cela n'est pas une extase mystique, ni la quête d'une récompense posthume. C'est l'accès à une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais de la relation lucide et éthique que l'on entretient avec elle. Les stoïciens invitent à constater que ce regard intérieur, cette force morale, est déjà en germe chez chacun, même si elle est souvent obstruée par la peur, l'orgueil ou l'ignorance. Par un effort répété, par des prises de conscience successives, on peut dégager ce noyau, ce divin en nous, comme disaient parfois les anciens, en entendant par là la part la plus noble de l'humanité. Cette façon d'être devient un socle solide pour faire face aux inconstances de la vie moderne. Les informations nous submergent, la pression professionnelle nous écrase, les réseaux sociaux renforcent la comparaison jalouse et la recherche de validation. Plongé dans le tumulte, on perd peu à peu son identité authentique. Le stoïcisme, de manière étonnamment moderne, offre un rempart en rappelant que personne ne vous oblige à vous noyer dans ce bruit. Vous pouvez choisir ce à quoi vous accordez de l'importance. Cultiver la simplicité, fuir la vaine agitation, et soutenir plutôt des relations et des projets qui vous parlent réellement. Il ne faut pas se leurrer. Ces principes peuvent heurter nos habitudes, voire l'environnement qui nous entoure. Certains proches n'apprécieront pas que vous ne répondiez plus aux provocations ou que vous ne partagiez plus leur appétit pour la plainte. L'exigence de cohérence peut frustrer ceux qui attendent de vous un conformisme émotionnel ou consumériste. S'en tenir au stoïcisme demande donc parfois une certaine force de caractère pour assumer l'écart entre ce que vous choisirez de faire et la norme imposée par vos pairs. L'important est de se rappeler que vous ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Vous recherchez une intégrité personnelle, un sentiment de calme et une profondeur d'esprit dont le reste du monde ne peut vous priver si vous l'avez édifié à l'intérieur. On comprend enfin pourquoi les grands textes stoïciens
malgré leur âge vénérable, continuent de résonner. Ils parlent d'une quête d'universalité, celle de l'être humain confronté au mystère de sa liberté et de sa finitude, et qui cherche une voie pour ne pas être le jouet de l'arbitraire. Cette quête demeure actuelle parce que le fond de la condition humaine n'a pas changé. Nous sommes encore soumis à l'imprévu. Nous désirons le bonheur sans toujours savoir comment l'atteindre. Nous pouvons nous perdre dans l'illusion ou nous révéler dans la persévérance. Il n'est pas nécessaire de se proclamer stoïcien pour bénéficier de cette sagesse, tout comme il n'est pas obligatoire d'épouser un dogme. Les idées stoïciennes constituent un matériau que chacun peut façonner pour son usage propre, à condition de les mettre en pratique sincèrement. On peut puiser dans Épictète, Marc Aurèle ou Sénèque une inspiration pour réexaminer son emploi du temps, sa manière de réagir aux contrariétés, ses attachements excessifs ou son rapport à la reconnaissance. On peut adopter un rituel de relecture matin et soir. On peut tester quelques jours de frugalité volontaire pour vérifier qu'on est capable de se passer de certains conforts. On peut accepter de nommer et de regarder une émotion au lieu de s'y abandonner complètement. De ces expérimentations naît le mouvement intérieur qui prouve que l'on est sur la bonne voie. L'essentiel est de ne pas attendre la validation d'un maître ou d'une autorité. Le véritable juge de la progression, c'est votre vie elle-même. Observez si vous gagnez en tranquillité, si vos relations s'améliorent, si vous parvenez à gérer avec plus de distance ce qui, auparavant, vous terrassait. Observez si vous arrivez à vous pardonner vos erreurs sans tomber dans la complaisance. Observez aussi si vous apprenez à encourager les autres sans rechercher constamment qu'ils vous renvoient une image flatteuse. Tous ces indices révèlent peu à peu la solidité d'un esprit formé à la manière stoïcienne, qui ne fuit plus la réalité, ne fantasme plus un confort idéal, mais cherche à habiter pleinement chaque instant, en choisissant le meilleur usage de son jugement. Une telle disposition n'abolit pas le drame de la mort, ni les périodes de chagrin, ni la froideur que l'on peut rencontrer dans un univers parfois hostile. En revanche, elle éclaire ces faits d'une lueur différente. La conscience de la mortalité, loin de paralyser, devient un aiguillon pour vivre intensément, guettant la moindre occasion de faire le bien, de partager une joie, de contempler un moment de beauté. Le chagrin peut exister, mais au lieu de s'y noyer sans limite, on finit par l'apprivoiser. On l'accepte comme un sentiment passager. On le transcende dans un acte de gratitude pour ce qui nous a été donné, ou dans une action constructive. Devant l'hostilité du monde, on ne s'endurcit pas en pur bloc de rancune, mais on se dote d'un bouclier mental pour ne pas se laisser intoxiquer, tout en restant ouvert à ce qui, autour de soi, mérite la confiance et la compassion. Au fil du temps, il se dégage une certaine sérénité, une cohérence de fond, un sentiment que l'on s'appartient vraiment. On ne se trahit plus à la moindre occasion. On ne calque plus ses désirs sur ceux de la foule. On parvient à passer d'une étape à l'autre avec dignité. Peut-être est-ce cela, le fin mot de l'enseignement stoïcien. L'invitation à une dignité profonde, discrète, ferme, qui ne fait pas de bruit mais résiste à tout. Par cette dignité, on assume son humanité. On ne se juge plus si sévèrement pour ses fragilités, et on ne s'estime pas davantage qu'autrui, puisque tout homme, toute femme, a en elle cette capacité à grandir en conscience. Il importe pour conclure de souligner qu'aucun texte, si long soit-il, ne peut remplacer le travail personnel. Les pages qui précèdent, ou toutes celles qu'un philosophe a pu écrire, ne sont qu'un doigt pointant vers l'horizon. Elles indiquent une direction, un chemin, une possibilité. En définitive, c'est la mise en pratique, la persévérance, le fait de revenir 100 fois sur le même exercice qui révèle ce qu'est réellement la force stoïcienne. Ceux qui s'y engagent avec détermination constatent qu'il n'y a pas de fin à cette exploration, qu'elle dure toute une vie et qu'elle croise immanquablement les grandes questions. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que j'apporte à ce monde? Quels souvenirs aimerais-je laisser? Qu'est-ce qui me définit quand on retire toutes mes possessions, tous mes rôles sociaux? Ces interrogations, que tant de gens fuient, s'avèrent pourtant à l'origine de la vraie grandeur. Ainsi, l'ultime message que l'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas de baccalauréat du stoïcisme qui couronnerait un individu
comme définitivement accomplie. Chaque jour, il convient de commencer à nouveau, de redevenir un apprenti. Chaque jour apporte son lot de difficultés, de rencontres, de doutes, de joie. Et chaque jour offre l'occasion de vérifier si l'on reste fidèle à la voie que l'on s'est fixée. Les problèmes continueront d'arriver inlassablement. Et c'est en acceptant cette réalité qu'on devient de plus en plus fort. C'est même là la grande leçon. Les obstacles, loin de détruire, forment une matière première à transformer. Celui qui a compris cela attend le prochain défi, non pas avec complaisance, mais avec la certitude qu'il saisit là une opportunité de progresser encore. La vie s'apparente alors à un entraînement sans fin, non dans le sens d'une pénibilité constante, mais dans celui d'une découverte continue de soi, des autres et des multiples facettes de l'existence. On ne cherche plus à se réfugier dans le fantasme d'un havre immuable où tout serait enfin stable et idéal. On se réjouit au contraire de ce mouvement perpétuel, sachant que c'est là que se forge la résistance morale, l'intelligence du cœur et cette tranquillité solide qui ne se brise pas au moindre coup du sort. Un tel art de vivre exige de la détermination, oui, mais il procure en retour un sentiment extraordinaire de liberté et de justesse. À ce prix, on cesse de courir après l'impossible pour s'accepter comme un être en chemin, prêt à accueillir chaque épreuve comme l'occasion d'approfondir le lien avec soi-même et avec la part la plus élevée de notre humanité. Une facette souvent méconnue du stoïcisme réside dans l'idée de sympathie cosmique, que certains appellent sympatheia. Les anciens voyaient l'univers comme un immense organisme relié par des forces subtiles qui unissent toutes ses parties. Chaque fragment, chaque être, chaque étoile est en interaction constante avec le reste, à la manière d'un gigantesque filet où le moindre mouvement se répercute sur l'ensemble. Se sentir solidaire de ce tout n'est pas qu'une métaphore. C'est l'affirmation qu'il existe un lien de résonance profonde entre les créatures pensantes et l'ordre global de la nature. Cette vision peut paraître ésotérique à première vue, mais elle rejoint l'intuition, de plus en plus partagée par la science contemporaine, selon laquelle rien n'est totalement isolé. Nous influençons le monde par ce que nous faisons, et en retour, nous sommes façonnés par des énergies et des forces qui nous dépassent. Chez les stoïciens, cette idée de grande chaîne de l'être s'accompagne d'un concept clé, l'extension progressive de l'identité. Il existe un mouvement intérieur, parfois nommé oikeiosis, qui pousse l'être humain à ne pas se limiter à la sphère restreinte de ses besoins individuels, mais à s'ouvrir peu à peu à la famille, à la cité, à l'humanité et même à l'ensemble de la nature. Plus nous grandissons en sagesse, plus notre conscience s'élargit et plus nous percevons la valeur de chaque forme de vie. La colère ou la rivalité semblent alors dérisoires comparées à la grandeur de ce sentiment d'appartenance universelle. On peut combattre un mal, certes, mais non par haine de l'autre. On lutte contre un fléau, on ne maudit pas un adversaire dans son être. Comprendre cette nuance, c'est déjà faire un pas vers une forme de compassion lucide, où l'on souhaite que chacun évolue et s'améliore, sans pour autant renoncer à ses propres principes. Cette compassion lucide ne contredit pas le fait de maintenir une certaine distance face aux débordements émotionnels d'autrui. Le stoïcien n'est pas censé épouser toute passion collective, mais il n'en ignore pas non plus la puissance. Lorsqu'une foule se laisse emporter par la rage ou l'euphorie, il observe, évalue, puis décide s'il est sage d'y prendre part ou de s'en retirer. Une telle prudence évite bien des désastres et confère un sentiment de solidité. Pourtant, cette solidité ne doit pas être confondue avec une rigidité froide. On peut avoir le cœur ouvert, se montrer accueillant et chaleureux, tout en préservant son jugement de la tyrannie des émotions collectives. À terme, on découvre qu'il est possible d'éprouver une empathie sincère sans plonger dans la confusion ou la dépendance affective. Un autre point rarement évoqué concerne le temps cyclique, une notion qui a suscité de longs débats parmi les stoïciens. Certains pensaient que l'univers passe par des cycles immenses où tout se recrée périodiquement, entraînant une répétition inévitable des événements. D'autres ne souscrivaient pas totalement à cette hypothèse, mais tous s'accordaient à dire que l'on vit dans un flux continu, où la mort
La naissance et la transformation forment la trame du réel. On voit parfois cette idée dans les méditations de Marc Aurèle lorsqu'il rappelle que d'innombrables générations se sont succédées avant nous, que d'innombrables autres leur succéderont, et que tout ce qui nous paraît neuf a déjà existé sous une forme ou une autre. L'intention n'est pas de nous plonger dans un vertige nihiliste, mais de nous rappeler la modestie de notre place, et surtout l'importance d'employer au mieux le bref laps de temps qui nous est alloué. Il y a également la notion capitale de proairesis, chère à Épictète, qui désigne la faculté de choisir délibérément, de sélectionner la réponse intérieure à chaque situation. C'est un terme moins connu du grand public que la fameuse dichotomie du contrôle, mais il exprime la même idée en termes plus psychologiques. La volonté n'est pas un simple mouvement impulsif, c'est un acte de conscience et de sélection des motifs d'action. Une personne ordinaire, lorsqu'elle est offensée, réagit souvent par réflexe, sans passer par un filtre rationnel. Elle se sent comme obligée de s'emporter. Le stoïcien, lui, mobilise sa proairesis. Il reconnaît l'offense, la colère potentielle, et il choisit ensuite ce qu'il estime le plus conforme à sa raison et à sa vertu. C'est une compétence qui s'affine avec la pratique. On ne naît pas maître de ses impulsions, on le devient. On apprend à repérer le moment charnière, cet instant minuscule où la décision de répondre ou de se taire, de pardonner ou de s'indigner, prend forme. Dans ce processus, il est essentiel de ne pas croire que l'on peut s'installer dans une perfection immuable. Les stoïciens parlaient du sage comme d'un idéal extrêmement rare, voire presque inaccessible. Plutôt que de viser à être un surhomme, on tend vers cet idéal en sachant qu'il est hors de portée, car il agit comme un phare. Lorsque l'on se trompe, on ne sombre pas dans la honte ou la fatalité. On reconnaît simplement qu'on est encore en cours d'apprentissage. On se relève, on corrige, et l'on reprend la marche vers le mieux. Paradoxalement, cette humilité de départ rend le parcours plus réaliste et plus solide, puisque l'on n'a pas la prétention d'avoir tout accompli. Ainsi, chaque erreur devient un matériau pédagogique, une brique qu'on réutilise pour fortifier sa détermination, au lieu d'un coup qui détruit la motivation. Chrysippe, l'un des premiers grands architectes du stoïcisme, accordait une large place à la logique. Il voyait dans l'examen rationnel des propositions une façon d'exercer l'esprit à la clarté. Être stoïcien, ce n'est pas se contenter de quelques principes moraux, c'est aussi soigner la justesse de son raisonnement et de son langage. Il n'en parlait pas comme d'un simple jeu d'esprit, mais comme d'une exigence de rigueur dont la finalité est éthique. Si l'on se trompe dans la manière de raisonner, on se trompe inévitablement dans sa conduite. Par manque de précision, on peut justifier n'importe quel excès. On peut se laisser emporter par des mots biaisés. En clarifiant les notions et en restant attentif à la logique, on évite de se fourvoyer ou de manipuler les autres par un discours confus. On trouve là un appel à la sincérité intellectuelle qui va de pair avec la sincérité morale. Cette sincérité morale implique de ne pas multiplier les façades et les rôles artificiels. Autant la politesse et la bienveillance sont nécessaires en société, autant il faut se garder de flatter ou de déguiser ses opinions pour de simples avantages immédiats. Le stoïcien se demande constamment « Ma parole est-elle conforme à mes convictions? Est-ce que je me trahis ou est-ce que je préserve mon intégrité ?» Cette vigilance peut paraître dérangeante pour certains, car elle dévoile les compromissions quotidiennes souvent dictées par la peur ou l'envie de plaire. On réalise qu'en voulant fuir les inconforts, on s'emprisonne dans une attitude calculée, toujours sur le qui-vive, alors même que l'authenticité est un gage de respect envers soi et envers les autres. La dimension spirituelle qui transparaît dans tout l'édifice stoïcien est un autre sujet rarement approfondi. Certains stoïciens assimilaient la nature à un principe rationnel qui tient lieu de providence. D'autres voyaient plutôt l'univers comme une totalité intelligente, un peu comme un feu divin en perpétuel renouvellement. Quoi qu'il en soit, la conviction partagée est que la raison humaine n'est pas un accident, mais le reflet en miniature de la raison universelle. En cultivant cette raison en soi,
on se synchronise avec le grand ordre naturel. Dès lors, l'action juste n'est pas seulement un acte éthique, c'est aussi la manifestation d'une harmonie intérieure qui résonne avec l'harmonie du cosmos. On pourrait dire que c'est une forme de spiritualité laïque avant l'heure. On ne dépend ni d'un culte, ni d'un dogme révélé. On se réfère plutôt à une intuition profonde, que la vie, dans son ensemble, obéit à des lois rationnelles que l'on peut découvrir et appliquer. Il faut toutefois noter que cette ouverture spirituelle n'est pas du prosélytisme. Marc Aurèle lui-même, à la tête de l'Empire romain, ne cherchait pas à imposer une religion stoïcienne. Il invitait plutôt chacun à examiner sa propre conscience et à pratiquer la vertu au plus près de ses capacités. L'exemple qu'il donnait demeurait discret et humble. Dans ses pensées, il se parlait à lui-même, notant ses faiblesses, rappelant ses devoirs, s'encourageant à faire preuve de bonté, même face à ceux qu'il trouvait haïssables. On devine à travers ces pages un homme conscient de sa charge immense, qui puisait son courage dans la philosophie pour ne pas sombrer dans l'orgueil ou la démesure. Un autre aspect encore peu mentionné touche à la gestion concrète de la parole intérieure. C'est là un terrain d'application qui nous concerne tous, le monologue interne, ces phrases qui tournent dans la tête jour et nuit. Comment les orienter, les filtrer? Les stoïciens s'entraînaient à repérer immédiatement un discours destructeur, par exemple une phrase comme « je suis un incapable » ou « je ne pourrai jamais m'en sortir ». Sitôt qu'ils l'entendaient résonner en eux, ils la questionnaient. « Pourquoi dis-tu cela? Sur quelle preuve t'appuies-tu? Est-ce vrai ou n'est-ce qu'un vieux réflexe issu d'une peur passée ?» Par cet interrogatoire, ils désamorçaient le poison avant qu'il n'envahisse tout l'espace mental. C'est un exercice exigeant, car il nécessite de la présence d'esprit, de la patience et un peu de bienveillance envers soi-même. Mais il ouvre à une transformation lente et réelle. Au lieu de se répéter des mensonges démoralisants, on apprend à se parler avec justesse. On devient son propre allié sans pour autant se bercer d'illusions. Enfin, il convient d'évoquer la façon dont le stoïcisme peut éclairer le rapport à la renommée. Notre époque valorise énormément la reconnaissance sociale, l'applaudissement, la visibilité sur les réseaux. Tout cela se révèle fragile et éphémère, car on peut être plébiscité un jour et oublié le lendemain. Les stoïciens antiques voyaient déjà à quel point la soif de gloire est un piège. Elle vous fait dépendre du jugement d'autrui, vous enchaîne à la quête de compliments, vous force à adopter des postures qui ne correspondent pas forcément à ce que vous êtes réellement. Pour s'en affranchir, il conseillait de méditer sur la brièveté de la mémoire humaine. Qui, aujourd'hui, se souvient réellement d'artisans, de penseurs, de notables qui furent célèbres en leur temps, mais dont l'histoire n'a pas retenu le nom? Si l'on cherche le bonheur dans la gloire, on court après un mirage. Placer sa joie dans la vertu et dans le sentiment de faire ce qui est bien, en revanche, demeure possible à chaque instant, indépendamment de ce que les autres en pensent. En fin de compte, on saisit que toutes ces facettes du stoïcisme, la sympathie cosmique, l'extension de la conscience à des cercles plus vastes, la lucidité face aux émotions, la cohérence entre la parole et la pensée, la proérésis comme acte de liberté intérieure, ou encore la modération face à la gloire, concourent à un seul et même but, développer une existence plus consciente, plus équilibrée, plus souveraine. Cette souveraineté n'est pas la domination d'un individu sur les autres, c'est la souveraineté sur soi-même, la capacité de se gouverner avec noblesse. Et on comprend, en poursuivant ces réflexions, que le stoïcisme ne se limite pas à quelques formules pour calmer le stress, ou à un simple « soyez fort ». Il propose une réforme en profondeur de la manière dont on habite le monde, dont on pense, dont on agit, dont on aime et dont on fait face à la mort. Ce qui est fascinant, c'est que cette tradition, née sous un portique de la Grèce antique, traverse les siècles sans perdre sa pertinence. Cela prouve que les questions humaines de base, comment bien vivre, comment faire face à la douleur, comment gérer ses désirs et ses peurs, comment coexister avec autrui, demeurent identiques dans leurs grandes lignes. Les solutions techniques ont évolué, la science a progressé
les sociétés se sont transformées, mais l'âme humaine reste confrontée aux mêmes défis. Trouver la paix dans un monde incertain, incarner la vertu dans un environnement qui l'encourage rarement, et faire de la conscience éveillée un rempart contre la peur et la passivité. Au bout du compte, l'enseignement stoïcien prend la forme d'une promesse, ou plutôt d'une promesse conditionnelle. Si vous acceptez de vous entraîner à chaque occasion, si vous surveillez vos pensées, vos mots, vos actes, si vous choisissez la clarté au lieu de la confusion, alors vous verrez se déployer en vous des ressources insoupçonnées. La route est longue, souvent semée d'obstacles, mais chaque pas compte. Chaque victoire sur soi apporte une joie discrète et profonde. Chaque défaite invite à recommencer, mieux armé. Et c'est ainsi que, sans bruit ni grandiloquence, on bâtit une vie honorable et libre, dont la beauté n'a pas besoin d'approbation extérieure pour exister.